Regardez. Bonjour à tous, on a une discussion pour savoir qui... On a le droit d'enlever nos masques, nous. Donc on est en train de discuter, ce qui veut les enlever. Et puis on va être solidaire avec vous. On va garder votre masque si vous m'entendez bien. Je pense que je vais enlever. Je pense qu'on va commencer dans pas longtemps. Finalement, j'ai enlevé mon masque, ça va être plus simple. Bonjour à tous. Voilà, j'attends de voir s'il y a un... On va jouer à répondre à quelques questions. Donc, il y a déjà un QR code et un code sur Klaxoon. Si vous pouvez déjà vous connecter avec votre téléphone mobile avant que je commence. On va vous challenger pour avoir à tous ensemble des petits résultats, des questions qu'on va vous poser. Et puis, je pense que si tout le monde est prêt, tu peux leur demander si on veut commencer. Alors, c'est parti. Bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Cotenceau, je suis directeur général de Sustainable Metrics. On fait partie du réseau CRO, qui est un réseau d'audit expertise comptable. On va se présenter sur ce sujet, 45 minutes. On a cabinet conseil en RSE et en stratégie climat. J'ai fait beaucoup de bilans de gaz à effet de serre, stratégie climat, dans une boîte qui s'appelait Carbone 4, pour ceux qui connaissent. Et donc, chez nous, nos conseils, vous voyez nos offres, on travaille avec quelques grands groupes, notamment le groupe Bouygues sur des sujets climat. Et après, on fait de l'analyse de matérialité. Sur quelques PME, on travaille avec quelques private equity qui veulent savoir quelles sont les zones de risque et d'opportunité sur les PME qui vont racheter, sur ces sujets ESG. Et donc voilà, on est 4, on est sur la région parisienne et je suis accompagné, je les présenterai tout à l'heure, de Fernando et Danois, avec qui on a travaillé sur ce sujet, dont le titre est... en fait, je n'ai pas de retour. Voilà, le titre est Comment les millénaires perçoivent-ils la performance RSE d'entreprise? Alors pourquoi ce sujet? Parce qu'en fait, l'année dernière, à ProDurable, on avait un sujet sur... les indicateurs de performance RSE avec Fabrice Bonifay qui était directeur de développement durable de Bouygues. Et puis, on a dû se dire à un moment donné, les millennials ne lisent jamais la DPEF, si c'est un gros mot pour vous. C'est la déclaration de performance extra-financière obligatoire pour les entreprises cotées, donc dans lequel il y a des rapports RSE. Et donc, c'est parti de cette idée-là en se disant, mais on se prend tellement la tête parce que nous, on est des entreprises à répondre ou à élaborer ces rapports qui sont audités aussi. On se prend tellement la tête à le faire, si personne ne le lit, ça sert à quoi? Et si en plus les gens qui sont censés nous sortir de pas mal de sujets sociaux et environnementaux ne les lisent pas, où est le sujet? Après, ça va effectivement avec deux autres phénomènes qui sont les mouvements citoyens que vous avez vus ces dernières années, et puis l'énorme envie de travailler avec le master DDMEG de Paris 1 à la Sorbonne, des étudiants brillants que je vous conseille. D'ailleurs, il y a Lise qui est ici, qui a fait ça, qui est chez nous depuis 4 ans. Anova aussi, tu as fait ça, oui. Pas moi, par contre. Moi, j'ai fait expertise comptable, mon Dieu. Et donc, le master, vous voyez ce qu'ils font. Allez vous renseigner. Si vous cherchez des stagiaires, si vous cherchez des formations, postulez. On a fait un grand boulot qu'on va vous présenter maintenant. Tu veux dire un mot, peut-être, Anouar, sur le master? On a le temps. Brièvement, le master est un master de développement durable, management environnemental et géomatique. Et l'idée de cet atelier, en fait, ce sont des ateliers professionnels. Donc Jean-Baptiste a passé une mission au master et un groupe de 8 étudiants a répondu durant une durée de 8 mois à peu près.
et dont on va vous présenter les résultats ce soir, donc ce matin. Du coup, n'hésitez pas si vous avez des missions ou des sujets de réflexion. Le master recherche toujours des ateliers qui sont très qualitatifs, objectivement, et sur lesquels c'est intéressant de pousser des sujets auxquels vous n'avez pas le temps de travailler vraiment. Voilà. C'est pas trop cher. Voilà, c'est 6 étudiants pendant 6 mois, 1 jour par semaine. Donc aujourd'hui, en trois volets, on s'est quand même posé la question sur les millennials, parce que il y a plein de définitions, et donc on va revoir ça. Après, on s'est posé la question sur leur perception des progrès RSE, et après, so what, ça veut dire comment on se positionne quand on est une entreprise, un cabinet conseil comme nous, par rapport à la question qui est posée. Donc, Alice, tu peux commencer à nous challenger sur les millennials. Donc, normalement, avec cette petite bête, vous pouvez vous connecter. On va regarder tous ensemble les résultats que vous donnez à cette première question, c'est-à-dire, en fait, est-ce qu'à part moi, il y a des millennials dans la salle? Voilà, je ne sais pas combien on est au total. On va aussi voir combien on est. Je pense qu'on est 40, à mon avis. Bien. Après, on n'est pas forcément obligé d'aller jusqu'au bout. On a 67% de millennials, magnifique, 2 tiers. Et puis, on a quand même des gens qui ne savent pas ce que c'est un millennials. Mais c'est peut-être des gens qui sont millennials, d'ailleurs, et qui ne le savent pas. Donc, tu peux nous mettre l'autre question, je crois, ou alors la réponse, tout à fait. La réponse, alors à gauche, là, tranche d'âge variable, selon les études, il n'y a pas une définition. Donc je suis né entre 80 et 2000, donc moi j'ai raté la marche de peu. Et effectivement, les millennials, c'est un sujet parce qu'ils seront au travail, 75% en 2025 seront des millennials. Et il y a des valeurs communes. Alors il y a des controverses, oui, sur la définition des millennials, mais il y a vraiment des valeurs communes de mobilité forte et d'équilibre de vie professionnelle, vie privée. On vous a remis les grandes thématiques, les réseaux sociaux, les voyages, les découvertes. Ça, c'est peut-être des choses que vous connaissez déjà. Je pense qu'un des sujets aussi qu'on voulait aller voir, c'est nous, on s'est intéressé aux millennials qui sont déjà dans les entreprises. D'accord ? Donc on peut y aller pour la deuxième question, je crois. Déjà, vous avez bien répondu à la première, était facile. La deuxième question, quelles sont vos aspirations au travail, indépendamment si vous êtes millennials ou pas? On vous propose 4 choix: bien gagner sa vie, travailler dans une entreprise stable avec des règles établies, intégrer une entreprise avec des valeurs internes fortes, une entreprise innovante, travailler est une source d'épanouissement, privilégier l'évolution de carrière, etc. Je vous laisse découvrir le choix, qui n'est pas évident. Il faut se poser des questions sur sa vie dès le matin. Voilà, encore un petit peu. Ça y est, c'est bien, tout le monde a un smartphone. Ça change. Alors, dis-moi. Alors, voyons voir. Alors, numéro 1, intégrer une entreprise avec des valeurs internes fortes, une entreprise innovante, travailler est une source d'épanouissement. Ok, ça nous aurait ça nous aurait étonné ici à Produits Durables que ça soit différent, mais on va voir ce que ça veut dire. Et les bleus, c'est quoi? Parce que je n'ai pas de retour. Privilégier l'évolution de carrière, travailler est une source d'épanouissement et de revenus. Ok, donc la majorité d'entre vous ont choisi B et vous êtes des optimistes exigeants. Ça, c'est une étude qu'on a trouvée hyper bien avec les étudiants du master. C'est Manpower, c'est pas trop vieux encore. Et vous avez une classification des millennials pour qu'on puisse un peu s'identifier. Ça peut être utile pour certains, alors DRH certainement, mais après pour les thématiques qu'on évoque. Optimiste exigeant, sur 2 axes que vous avez vus, un souhait d'évolution, un souhait de stabilité sur la gauche, et après une question qui est importante sur l'axe des ordonnées, sur est-ce que c'est l'entreprise qui doit s'adapter aux salariés ou est-ce que c'est les salariés qui doivent s'adapter à l'entreprise. Donc ça veut dire que optimiste, exigeant, vous voyez bien que vous avez
beaucoup d'exigences, des souhaits d'évolution, des souhaits que ça bouge. Et en plus, vous n'allez pas attendre que les entreprises vous proposent des solutions. Vous allez les pousser pour que l'entreprise change. Et à la limite, ça s'est déjà vu, vous allez pas forcément rester, ou alors ça va poser des sujets. Donc c'est une indication, on a besoin certainement, mais on peut l'élargir, hein, ce panorama, c'est vraiment typiquement millennials, cette étude, mais il y a d'autres classements de salariés qu'on peut retrouver dans ces différents classements-là. Donc voilà l'introduction qu'on voulait vous partager avec vous ce matin. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, je crois. Pour poser vos questions à la fin de la conférence, on n'aura pas de session micro. Il faut aller sur le site ProDurable et poser des questions sur le site ProDurable, interaction conférence. Bref, deuxième partie. Ici, on va s'intéresser en fait, c'est notre enquête. On a fait une enquête pour avoir des résultats. Ici, on a questionné des millennials qui sont actifs. D'accord ? Donc, ce n'est pas des millennials qui cherchent du boulot. Nous, c'est vraiment ça qui nous intéressait. C'est une fois qu'on est rentré dans une boîte, est-ce que déjà on a choisi cette boîte-là, sur quel fondement, et est-ce qu'on retrouve ce qu'on était venu chercher, et est-ce qu'on nous sert comme idée sur la démarche RSE, est-ce que je m'y retrouve ou pas? Donc aspiration au travail, perception des efforts, on leur a posé ces questions-là, l'engagement des millennials au sein de l'entreprise. Notre panel était plutôt entreprise, 65% des individus travaillaient dans une grande entreprise, une petite vingtaine % dans des PME. On était vraiment ciblé entreprise. Après, différents types d'organisations, il y a quelques assos qui ont répondu. Mais en gros, les résultats de ces 3 premières questions, alors ils sont intéressés par la RSE, ça c'est sûr, mais ils sont déçus par leur mise en place. Alors vous allez me dire, super la nouvelle, je m'y attendais. Après, il y avait des questions sur la connaissance, la communication, parce qu'on partait de ce sujet de DPEF. Donc 80% des sondés, en tout cas, savent qu'il y a une démarche RSE dans l'entreprise. 43% se sont renseignés avant de postuler. On aurait pu voir un résultat un peu plus élevé, mais c'est déjà bien par rapport à, je pense, à ce que le marché de l'emploi propose. Enfin, on ne choisit pas forcément son entreprise en fonction de sa démarche RSE, ou en tout cas, il faut faire un effort. Sur les sites internet, ce n'est pas visible tout de suite. Alors, 20% pensent que l'entreprise n'en fait pas assez en matière de développement durable. 34% en avis mitigé. Et ça, c'était intéressant. Il y a près de la moitié des sondés qui ressentent un décalage entre leurs convictions personnelles et les valeurs ou les pratiques de l'entreprise. Donc, une fois même qu'ils sont rentrés dans l'entreprise. Donc, est-ce que ça veut dire est-ce que c'est le Français moyen qui râle et qui est jamais content? Il y a certainement une petite partie de ça, mais sur cette population-là, on a, je pense, une bonne franchise. En tout cas, les convictions sont peut-être plus prononcées sur ces enjeux RSE que les générations d'avant. Il y a d'autres études qui le montrent. Alors, on a une autre question pour voir comment vous répondez à celle-là. C'est des questions qu'on a posées, je pense, aux sondés, donc on verra ce qu'ils ont répondu. Alors, normalement, si ça marche bien, parce que vous répondez bien, pensez-vous que votre entreprise en fait suffisamment en matière de RSE développement durable? Et là, on peut répondre à un seul choix. On a un seul choix. Après, on aura peut-être plusieurs choix. Voilà, engagée, convaincante. On va voir si vous y croyez. Je suis sûr qu'on débattra après des raisons pour lesquelles vous avez choisi que la politique RSE de votre entreprise était décevante ou qu'il n'y en avait pas. Alors après, si vous n'êtes pas dans une entreprise, entendez organisation. Voilà. C'est bon? Ouais, tu peux nous montrer le résultat. Ah, voilà, ça y est. Ouais, c'est mitigé. Alors, attends, moi, je suis à l'envers. Donc, alors, on a 38%, mon entreprise est engagée, convaincante. 24% satisfaisant. Et ensuite, le reste, c'est pas concret au quotidien et ça reste au stade des éco-gestes.
Donc on va dire à peu près plus de 50% de la salle qui est convaincue par la démarche RSE de son entreprise. Donc ça veut dire que comme on est à 2 tiers de salles qui est millennials et à 50% de vous en tout cas qui sont contents, qui sont dans une entreprise engagée. Alors on verra après avec les débats si vraiment vous les avez vous y êtes allé parce qu'avant vous saviez que ça serait le cas ou au final vous avez découvert que c'était vraiment le cas. Je crois qu'on a une deuxième question tout de suite après. Hein. Allez. Sur quoi vous fondez ce... Qu'est-ce qui rend une politique RSE crédible à vos yeux? C'est une question qu'on pourrait poser pas que aux millennials. Et là, je pense qu'on peut choisir plusieurs. Ouais. On peut choisir plusieurs, deux peut-être. Alors, on a remis des indicateurs, des labels. Les résultats sont un petit peu surprenants avec notre panel de sondés. Les rapports de RSE, évidemment, les produits ou les services responsables. Je pense que c'est... Voilà, on attend encore quelques personnes, ça connecte bien. Vas-y, mets-nous le résultat. Donc, ce sont les indicateurs de performance extra-financière qui ressortent, suivis des labels pour 25%, et ensuite les partenariats ONG, 15%, et 85% sur les engagements et des actions et des objectifs clairement affichés, 45% sur les services, 70% sur une stratégie pertinente, adaptée aux enjeux, et puis le fait de sortir un rapport, c'est seulement 10%, ça ne compte pas vraiment à bout. Alors j'ai cassé un peu la réponse à ce résultat, mais ouais, je suis... Ça rejoint un peu le résultat qu'on va voir dans un instant. Oui, on a besoin d'actions concrètes, parce qu'on a tellement eu de com' qu'à 85%, vous avez des engagements et des objectifs et des actions. Après, la réponse sur la stratégie RSE, oui, il faut une vraie stratégie. Nous, quand on a posé la question Millennials, on avait les produits et les services responsables fournis par l'entreprise qui étaient un peu devant votre réponse. Et on en retrouve évidemment la stratégie RSE, donc vous êtes en ligne avec ça. Il y a les labels aussi qui sont un petit peu plus forts dans notre étude que dans cette salle. Ça, c'est un sujet de discussion qu'on a eu beaucoup entre nous. La place des labels, l'importance des labels, la controverse que ça peut générer, la recrudescence des médailles comme une bouteille de vin où on a 15 médailles d'or de X, Y. Est-ce que ça témoigne de la performance RSE? A priori, c'est quand même un signe assez évident pour les millennials. La stratégie, c'est bien. Et bon, alors, les indicateurs qui étaient un peu plus hauts, je pense, ici dans cette salle, sont moins regardés par notre sondé. Donc évidemment, c'est une question un peu vache parce que c'est un cocktail, mais voilà votre résultat. Je pense que ce qu'il faut lire dedans, c'est que la volonté de sortir pas du greenwashing, mais de la communication corporate et qu'on parle vraiment du produit. Alors quand on vend des services, c'est un peu plus compliqué, mais on attend que les démarches et les actions et les objectifs se traduisent dans les produits ou les services qu'on achète, ce qui n'est pas forcément évident quand on met en place une stratégie RSE, que ça se décline au niveau produit, que ça soit visible. On va en parler après dans un deuxième temps. Alors ici, on a repris ce schéma que nos étudiants, anciens étudiants ont produit, que j'aime beaucoup. Je vais le commenter. En fait, dans notre sondé, il y a une question qu'on avait posée. Il y a quand même 42% des sondés qui ne participent pas à l'élaboration de la démarche RSE, mais qui souhaiteraient y participer. Ça rejoint voilà, une discussion en disant ils ne sont pas au courant, ils sont au courant, ils se renseignent. Ce n'est pas que la communication, notre sujet, c'est comment les embarquer et comment embarquer en fait, ces collaborateurs tout court dans les actions et dans les stratégies RSE. Donc ce schéma, on regarde les pointillés d'abord. Donc on va dire que c'est le rayonnement des démarches RSE dans l'entreprise.
sensibilisation, communication. Donc c'est notre zone de jeu. Quand on est dans la bulle du centre, la personne faisant de la RSE son métier, c'est le directeur RSE, responsable RSE, celui qui est qui a pris la casquette pour travailler sur le sujet. Ça peut être développement durable. Voilà son terrain de jeu. Et effectivement, il a des zones d'appropriation et de participation parce qu'il doit aller convaincre tout le monde. Et souvent, il doit aller convaincre la finance, la com, évidemment, la DRH, la direction de la stratégie, R&D. Donc, il doit aller voir partout parce qu'on va traiter des thématiques environnementales, sociales, de gouvernance, d'éthique. Donc, il y a le juridique dedans. Et donc, on a énormément de services qu'il faut aller convaincre, et en tout cas faire venir pour qu'ils participent, qu'ils comprennent dans un premier temps, et après qu'ils participent aux actions et qu'ils adhèrent. Et je pense qu'un travail qui est intéressant, c'est de savoir où sont les bonnes personnes, les personnes qui sont intéressées, mais donc sur lesquelles on ne pourra pas se passer, mais qui ne seront pas forcément des acteurs, les personnes qui sont complètement désintéressées, mais on va caler son niveau d'information en fonction de ça. Et c'est surtout les personnes volontaires et contributrices de la RSE qu'il faut aller le plus possible recenser, parce que les directeurs RSE n'ont pas forcément des réseaux, doivent construire leur propre réseau. On a souvent comparé ces domaines de développement durable avec la qualité, l'avènement de la qualité dans les entreprises. Ça a mis 10-15 ans à venir, et on disait quand même au début pourquoi tu m'enquiquines, mon travail est de qualité, pourquoi il faut que je remplisse un formulaire avant de faire mon boulot. Donc on voit l'utilité que ça a eu dans la chaîne de valeur, de se mettre en qualité. Là, c'est pareil. On a des acteurs, des collaborateurs, comme on les a appelés dans le master, qui sont en sommeil, et il faut arriver à les réveiller. Et les millennials, ils sont en sommeil, ils n'ont pas la langue de leur poche, mais le problème, c'est qu'ils sont capables de partir plus vite, si ça ne leur plaît pas. Et on l'a vu, ils attendent que l'entreprise leur propose un peu. Donc, c'est des optimistes exigeants, mais l'entreprise doit s'adapter. Donc, voilà une des grandes conclusions, en tout cas de cette phase de sondage. Donc, si on résume, ça ne marche pas le rapport RSE pour les millennials. Ce qui marche, c'est les ateliers, des réseaux sociaux et les labels qui reviennent. Avoir la pédagogie, l'information qu'il y a derrière ces labels, qu'on ne fait pas, mais que vous avez trouvé dans certains stands, avec un peu de controverse qu'il y a, mais en tout cas, c'est ce qui est revenu. Avant d'échanger ensemble, je pense qu'on a quelques grandes conclusions à partager. La cohérence, c'est ce qui ressort en fait. On a appelé ça comme ça. La cohérence, on a regardé la définition avec Lise. Il y a deux définitions en fait. Il y a la cohérence qu'on connaît tous, caractéristique d'un ensemble d'idées, de propositions qui constituent un tout logique sans contradiction. Mais il y a un deuxième sens, ça c'est le sens figuré, le sens propre. C'est la connexion étroite des différents éléments d'un corps, la cohérence. Donc ça veut dire en gros qu'il faut partager et il faut avoir une certaine unité, sinon ça ne marche pas. C'est quelque chose, nous, en tant que cabinet conseil, quand on intervient sur des produits un peu ciblés, comme je vous ai dit, mais bilan carbone, diagnostic ESG ou communication RSE, on a un produit, mais on sait très bien que si ça ne rentre pas dans une cohérence globale, ça fera pchit. Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est qu'on a fait un bilan carbone récemment d'une entreprise qui fabrique et qui vend des meubles, qui fabrique en Chine et qui vend des meubles en basse market, et pas que des meubles, hein, c'est des assiettes, de la quincaillerie, un peu comme Ikea. Donc, il veut faire son bilan carbone, très bien. Donc on le fait, mais on sait pas forcément le deal, c'est pas forcément de mettre en place la stratégie climat pour être neutre en carbone. On évoque un peu ça, mais ils veulent savoir où ils en sont. Mais on sait très bien, en fait, avant de commencer, on sait très bien. Pas besoin de compter, de faire le bilan carbone pour savoir qu'il faut arrêter, et que le modèle économique est peut-être en souffrance. Mais on le fait quand même. Et en plus, on y va de manière... ce qui nous caractérise, c'est un peu on va dire consensus engagé, on a dit ça comme ça, parce qu'on n'est pas une ONG non plus, mais on a essayé de rentrer dans les vrais sujets, c'est-à-dire les émissions qui sont liées à la fabrication des produits, et jusqu'à la fin de vie, c'est-à-dire
ma petite guirlande de Noël qui est fabriquée, qui va sur mon sapin de Noël en plastique en Europe, qui consomme donc de l'électricité, la guirlande, et qui est peut-être à usage unique, ou en tout cas elle va faire de Noël, parce qu'on va le mettre dans un carton et puis il va être mouillé. Qu'est-ce qu'on en fait de ce truc-là? Eh bien, on s'est un peu battu pour compter, juste compter, parce qu'on est un peu dans le déni. Mais on y est quand même allé. Et c'est pas inutile parce qu'on a marqué là, je pense pas qu'ils soient engagés. Maintenant ils savent où sont la répartition des émissions. S'ils veulent progresser, ils ont fait leur première marche. Et après, le danger pour nous, c'est qu'ils disent à tout le monde: j'ai fait mon bilan carbone, vous voyez, je fais des trucs. Tant pis, nous, on a fait notre job, je dirais, de sensibilisation niveau 1. Et donc là, on savait qu'on n'était pas en zone de cohérence, mais on ne sait jamais. Donc on y va quand même. Deuxième exemple, on avait un outil il y a 2 ans, qu'on a toujours d'ailleurs, qui s'appelle OZACT et qui permet de mettre des indicateurs de performance, de reporting, des actions. On a une bibliothèque d'actions très concrète. Et puis, un réseau social interne. Donc, dans un environnement RSE, on arrive à joindre les 3 bouts qui sont des objectifs de performance, des indicateurs, des actions concrètes, et le lien qui fait que les gens vont s'appeler pour se dire: ah, t'as fait ça, est-ce que c'était bien, et quel est le retour sur l'expérience? Et ben pour installer cet outil, il faut être cohérent avant. Et on a eu vraiment beaucoup de mal à le déployer parce que la stratégie n'est pas mise en place. Le message va être auprès des équipes, il va être trop violent en disant: ah oui, il y a un outil pour piloter maintenant, ça veut dire que c'est sérieux, mais de quoi on parle? Donc c'est le message qu'on voulait vous faire passer aussi aujourd'hui. Je pense que les millennials nous mettent le doigt sur ce sujet-là. Mais clairement, ça se transpose pas que pour les millennials. Je pense que c'est le mot qu'on voulait retenir. Alors 5 minutes peut-être encore, ou 2, avant de passer la parole à Fernando qui va nous interviewer. Construire la cohérence, comment on fait ça chez nous? Je vous ai remis les 7 étapes qu'on aime bien retrouver quand on juge d'une cohérence d'une boîte en matière de RSE. On parle beaucoup de périmètre. Qu'est-ce qu'on inclut, qu'est-ce qu'on exclut? Ah, je ne fais pas la Russie. Ah bon, pourquoi? Parce que je ne la fais pas, d'accord. Donc voilà, on parle de périmètre, des actions, que ce soit sociales, environnementales. On identifie les parties prenantes externes, cartographie des parties prenantes, les enjeux prioritaires, mais de manière collective. C'est du b.a.-ba pour certains d'entre vous, mais s'engager, évidemment. Projet d'amélioration, plan d'action financier, s'il vous plaît, reporting, indicateur, et puis après, savoir communiquer. Tout ça, ça va avec un peu de position sur les risques et les opportunités, et avoir une vision, c'est important. Et puis, bon, évidemment, il faut la DG, encore plus dans la PME, mais dans une grande boîte aussi. Voilà, ça c'est notre déroulé, et quand on croise une entreprise ou un patron, on regarde ces thématiques-là et on se positionne, où t'en es par rapport à ça? J'ai mon rapport RSE. Et alors là, je pose la question, c'est quoi le périmètre? Je sais pas. Ok. C'est bon, on connaît le niveau de maturité. Donc c'est bien voilà, quand on fait ces démarches-là, on est normalement sur le chemin de la cohérence. Donc faites-le avec nous, évidemment, mais faites-le surtout pour vous. Fernando, tu nous poses des questions? Oui, du coup, ça sera peut-être surtout pour Anoa. Est-il possible d'avoir une démarche RSE cohérente dans un secteur polluant? En introduction, je travaille chez Bouygues Construction, qui est peut-être un secteur polluant, je ne sais pas. Le deuxième, je me définirais comme une optimiste exigeante, c'est-à-dire que je suis une millennials, je travaille dans le service d'ingénierie environnementale énergétique, et donc optimiste parce que de base c'est ma nature, et exigeante parce que je fais un métier qui est dans le développement durable et j'ai envie qu'on me donne les moyens pour réussir, d'où mon exigence en plus de ça. Par rapport à ta question, Fernando, je trouve qu'il y a un paradoxe, c'est de se dire qu'il y a à la fois une politique RSE qui est descendante, qui est décidée par les grands chefs. Alors nous, on est 40 000, 50 000, je ne sais pas combien on est,
mais on est assez nombreux. Et puis, il y a le bas de l'échelle, qui n'est pas péjoratif, hein, mais ce qui est sur les chantiers, qui est en fin de lignée. Et de se dire que il y a un affichage qui est fait au niveau de Bouygues Construction. Et puis, nous, dans nos métiers, comment est-ce qu'on s'y retrouve? Et 2 exemples par rapport à ça. Le premier, c'est, par exemple, là, pendant 3 semaines, on est venu me harceler, genre, et les masques, qu'est-ce qu'on fait? Et les masques, qu'est-ce qu'on fait? Bon, j'ai dû leur dire qu'on ne pouvait pas faire autrement, parce qu'en plus, les chantiers, c'est hyper... Il y a beaucoup d'interactions, ce genre de choses. Mais que les millennials, c'était les premiers à me dire, non, mais moi, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors, oui, ok. Et la seconde, qui était de se dire, quelqu'un de... Mon stagiaire de cet été, enfin, le stagiaire de l'entreprise de cet été, qui s'appelle Guillaume, lui faisait partie d'un graduate programme. Donc c'est le futur dirigeant de l'entreprise. J'ai eu de la chance de l'avoir dans mon service. Et lui, on lui a... Donc le principe du graduate, c'est qu'on fait tous les 6 mois, on change dans l'entreprise, histoire qu'ils connaissent bien l'entreprise et qu'après ils soient propulsés. Et initialement, il avait le choix entre l'environnement et la gestion. Et donc, je l'ai rencontré, je lui ai dit, mais toi, de prime abord, qu'est-ce qui te botte le plus? Il m'a dit, moi, la gestion, parce que quand je serai chef de chantier, je pourrais faire ci, ça, je saurais, tout ça. Et je dis, ok, d'accord, bon, effectivement, c'est pas l'environnement ton premier sujet. Et puis, en discutant progressivement, je lui ai parlé qu'il allait faire une mission sur le carbone, qu'il allait définir des axes de réduction carbone adaptés au métier de construction et, de façon hyper concrète. Et il me dit, ok, on va réfléchir quand même, on va changer le métier. Et donc, après, je l'ai fortement séduit en me disant qu'à un moment donné, vu qu'il allait être super grand chef, il fallait qu'au moins, dès le début, il essaie ça dans son ADN, de se dire qu'il ait fait de l'environnement dans la construction. Et en fait, le stage a passé et je me suis rendu compte que c'était une personne qui était engagée dans l'environnement, qui était motivée, qui avait sa gourde. Alors, c'est peut-être cliché, mais c'est quand même important. Et qui avait une démarche comme ça, de se dire à un moment donné, voilà, c'est quelque chose... Je pense que dans sa tête, il n'avait pas fait le parallèle entre sa vie perso et sa vie pro, ou sa vie perso où il était hyper engagé, et il ne s'était pas posé la question de se dire que c'était potentiellement possible de le faire dans son métier. Et cette deuxième histoire, pour conclure ma petite réponse, c'est de se dire que il y a des personnes qui sont, comment on peut les appeler, qui sont très expressives, qui sont très engagées et qui sont assez, qui sont musclées. Et puis d'autres personnes, celles-ci, les premières, on sait les identifier, on sait qu'elles ont des attentes. Et il ne faut pas oublier les personnes qui sont plus discrètes, mais qui potentiellement peuvent ne pas être alignées entre leurs convictions personnelles et ce qui se passe au métier. Et du coup, ça, c'est un des points que je souhaitais souligner aussi. Je peux compléter juste un mini truc, Fernando, merci. Sur le secteur polluant, moi je me souviens d'une conférence il y a quelques années, il y avait quelqu'un qui était sur les ISR, investissements socialement responsables, dans une grande banque, et puis on avait une ONG. Et donc on discutait RSE, développement durable, changement climatique. Normalement c'est des personnes qui ne s'aiment pas, hein. Dans l'ascenseur c'est compliqué. Enfin, de toute façon l'ONG il ne prend pas l'ascenseur, il prend l'escalier. Donc la conclusion de cette petite passe d'armes, en tout cas moi ce que j'ai ressenti, c'est que on n'a pas le choix. Il nous faut des deux camps. Il nous faut des personnes à l'intérieur des organisations, des entreprises. Alors on a l'impression que ça va lentement, et ça va lentement. Mais ça avance un peu, mais il nous faut. Et nous, on est cabinet conseil, on est à leur côté pour leur apporter l'expertise, la motivation, parce qu'ils sont au combat vraiment tous les jours. Hein. ISR, il disait, moi, je me fais regarder par mes copains qui font du cash, et moi, je fais rien, mais je vais chercher les consommations d'eau des entreprises. Et il nous faut aussi les ONG. Qui tapent, en fait, parce qu'il y a des gens qui sont sourds, donc il faut taper un peu, même si on tape de manière intelligente. Donc, dans les secteurs polluants, il nous faut les deux. Enfin, okay. Moi, je pense. Fernando, je rebondis aussi sur le fait que quand on est engagé dans le développement durable et qu'on souhaite y travailler, on a 2 options, entre guillemets, soit les entreprises qui ont dans leur ADN la fibre développement durable, de dire voilà, c'est une entreprise de recyclage, c'est une entreprise. Et puis il y a des entreprises qui sont en train de se modifier, mais dont le cœur de métier n'est pas le développement durable. Et ce qui est très drôle avec les étudiants, c'est que
Les étudiants n'envisageaient pas, tout comme moi d'ailleurs, de travailler dans une grosse entreprise sur laquelle le développement durable, ce n'est pas la figure de proue de l'entreprise. Et c'est important de se dire qu'à un moment donné, en tout cas moi je m'applique ça, c'est de me dire que j'ai l'impression d'avoir plus de challenge dans une entreprise qui n'est pas profondément développement durable et sur lequel il y a encore la marge de progression est énormissime. Et du coup, moi, j'y trouve mon intérêt de me dire, OK, on va y aller, quoi. Il y a plein de choses à faire. Et c'est aussi deux profils, je pense, de se dire, est-ce que je travaille dans une entreprise de développement durable ou est-ce que je travaille dans une autre entreprise et qu'il y a deux rôles et on peut accomplir sa mission aussi dans ces deux typologies. Ok. Du coup, pour complémenter cette question, et vous croyez que l'entreprise est le meilleur endroit pour faire bouger les choses, du coup? Du coup, oui. L'idée de se dire est-ce qu'on travaille dans une entreprise de développement durable ou pas. Et je pense que l'entreprise a aussi un rôle de formateur. Les millennials peuvent faire bouger l'entreprise et l'entreprise peut faire bouger les millennials. Et d'ailleurs, le reste des employés. Je pense par exemple à cette année, c'est un peu la disette pour la semaine du développement durable. On s'est dit qu'on allait profiter de cette disette pour former tous les compagnons de l'entreprise. Eux, à proprement parler, ce qu'ils font dans le développement durable, ils coulent du béton bas carbone, mais ils ne le savent pas franchement. Ils font le tri sur les bases vie, mais voilà. Donc c'était comment leur donner une perspective et leur dire, voilà, en fait, tu fais tes choses parce que ça s'inscrit dans tel écosystème. Et tu fais ça parce qu'en fait, tu vas avoir un impact comme ci, comme ça. Et de développer aussi... il y a une notion d'accompagnement de l'entreprise sur tous les sujets et pour donner du sens et faire avancer tout le monde aussi. Ok, il y a une piste complémentaire. Ok, du coup, une question plus par rapport aux millennials. Est-ce que les millennials sont des collaborateurs plus impliqués? Anoa, peut-être? Ça dépend pour moitié. Non, pour 95% oui, 5% non. Ou encore pas identifiés. Est-ce qu'ils trouvent leur compte? Je pense qu'en tout cas, l'entreprise peut leur donner l'opportunité de trouver leur compte en leur proposant des solutions, que ce soit leur laisser... je reprends l'exemple de la construction parce que j'y travaille, mais l'idée, c'est que, par exemple, lorsqu'on est acheteur, la fibre développement durable... Lorsqu'on est acheteur, la fibre développement durable, on l'a potentiellement ou pas. Et du coup, c'est comment est-ce que y a des acheteurs qui sont venus voir en me disant mais moi j'aimerais intégrer des notions de RSE, d'insertion, de carbone, de traçabilité. Et du coup, il y a une certaine volonté, mais il n'y a pas forcément la méthodologie. Et donc, l'entreprise doit accompagner et doit laisser cette porosité entre à la fois une personne qui souhaite faire, mais qui ne sait pas vraiment comment faire, mais en tout cas, il veut faire, et puis l'entreprise qui accompagne ou alors qui drive et qui donne des objectifs pour que tout le monde avance dans la même direction. Ouais, je complète. En fait, les millennials sont une population parmi d'autres dans le monde des entreprises. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils ont un effet d'entraînement supérieur sur ces sujets-là que d'autres, on va dire, communautés ou groupes dans l'entreprise. Je pense que oui, ils ont des valeurs communes et donc le message est rabâché et je pense qu'il y a un petit effet d'entraînement et comme ce qu'ils aiment c'est plutôt des actions et un peu de storytelling, on aurait raison de s'appuyer un peu, pas en leur disant vous êtes un millennial, vous allez nous aider, mais à s'inspirer de ce qu'ils aiment et pour embarquer les autres. Et donc mais ça peut être valable pour d'autres. C'est très dépendant. La deuxième chose que je voulais dire, c'est très dépendant des cultures d'entreprise. Nous, on intervient dans beaucoup d'entreprises, on fait attention à ça. Chez Bouygues, on a effectivement... c'est une entreprise familiale, mais après, le middle management, donc on y va parce qu'on y retrouve
évidemment des valeurs, rien à voir, Vinci est peut-être très bien, mais c'est autre chose. Mais après, dans le fonctionnement, la famille qu'on nous vend dans l'entreprise, j'espère que vous êtes dans une entreprise, on vous vend toujours une certaine famille, on est en famille entre nous, mais bon, on n'y est pas pour la vie, hein, la famille c'est pour la vie. Donc je pense que la culture d'entreprise est une donnée très importante, et on peut être dans un secteur très polluant, ou en tout cas flagué comme ça, mais avoir, je dirais, la volonté de changer et de faire bien son boulot, peut-être mieux que les autres. Voilà. On va prendre quelques questions, du coup je crois qu'il nous reste, je pense qu'on a peut-être le temps pour 2 questions. Si vous en avez, normalement il n'y a plus de micro qui circule, donc c'était sur internet, il faut aller dans Pro Durable, session numéro 343, etc. Sinon, à travers le masque, je prends une de vos questions. Le nombre de répondants, c'est une petite centaine, hein, je crois. C'est assez confidentiel, on va dire. On n'est pas Ipsos, mais il faudrait le déployer. À plus large échelle. Est-ce qu'on a une autre question? Oui. Bonjour Eiffage. Alors, oui, bonne question, merci beaucoup. Vous l'avez lu, votre... c'est vous qui le faites. Non, mais c'est une bonne question. Est-ce que vous savez, alors je suis désolé de répondre à une question par une question, mais je vais quand même répondre. Est-ce que vous savez en interne s'il a été lu ou pas, et s'il y a un bon retour? Parce que souvent, on ne sait même pas qu'il existe. Et donc c'est un vrai sujet, parce qu'on se casse la tête, hein, pour le faire. Il est joli, il y a des actions, il se passe beaucoup de choses dans l'entreprise. Donc moi, la réponse, c'est pas plus que ça. Pas plus que ça, c'est les financiers ou les investisseurs qui vont aller regarder ces trucs-là, voir quelques candidats un peu avertis qui vont regarder. Et après, il y a les cabinets conseils qui cherchent à vendre du conseil en RSE, évidemment. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est un exercice qui est obligatoire, réglementaire, donc il a un effet d'entraînement. Il faut améliorer la communication, il faut le rendre un peu plus sexy. Mais il est obligatoire, et il y a des gens qui n'avancent que quand c'est obligatoire. Donc, on n'est pas obligé de faire des trucs obligatoires, on n'est pas obligé d'en faire des trucs chiants, mais comme il est obligatoire, on ne le soigne pas en termes de com. Quand on a fait quelques rapports RSE chez LVMH, là, dans une filiale, de manière obligatoire, mais eux, ce qu'ils voulaient, c'était le rendre intéressant pour le communiquer en interne, beaucoup. D'ailleurs, il faut galérer pour le chercher sur le net, mais on s'en est servi comme communication interne pour savoir tout ce qui se faisait et tout ce qui allait se faire. Et c'était les RH qui pilotaient la fabrication de ce rapport RSE. On a aussi la couleur, hein, qui est donnée quand on lit les DPEF. Moi, quand j'en regarde une, je sais si c'est la com, la stratégie, la finance ou le développement durable qui l'a rédigé, qui a participé, parce qu'il y a un style rédactionnel, quoi. Voilà. Donc, c'est un des outils qui existent. Soit il faut le rendre sexy, soit il faut le couper en deux. Nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait essayé de le rendre très sexy, enfin, avec des photos, quoi, et avec la partie réglementaire en annexe, avec des tableaux imbitables, voilà, etc., mais utile, parce que nécessaire, mais voilà, on avait fait ça. Donc, il y a un coup à jouer, parce qu'en disant, ça, c'est un rapport obligatoire, il est communiqué à l'extérieur, c'est notre image, c'est ça. Donc, aller challenger, comment il s'appelle, le directeur de... Il faut aller challenger tout le management de Eiffage, et puis aller leur faire des questions. Est-ce que vous l'avez lu et qu'est-ce que vous en pensez? Et ce qui est drôle pour rebondir, c'est que lorsque les étudiants travaillaient sur les rapports RSE, ils en ont épluché, je crois, 3 chacun, les pauvres. Et on avait créé une grille d'analyse pour qu'ils puissent se dire, OK, est-ce qu'il y a des choses qui se différencient entre les différentes lectures? Et en fait, c'est avéré qu'à la première lecture, les mêmes choses ressortaient.
C'est-à-dire, ok, réduction bas carbone, que c'est 3 ou 10%, mais globalement, il y avait des mêmes chiffres qui ressortaient. Et il n'y avait pas une identité forte qui ressemblait. Et du coup, on a retravaillé la grille d'analyse pour que finalement, ils arrivent à trouver les différences. Mais qu'en première lecture, quand eux ont lu leur premier rapport, finalement, il n'y avait pas, y a pas quelque chose qui les a marqués vraiment, parce que c'était du reporting un peu classique, sans pas différencié, quoi. Parce qu'ils cherchaient la cohérence, je pense. Ouais. Enfin, c'est ce qu'on a découvert après en travaillant ensemble, c'est qu'ils cherchaient la cohérence. Je vous laisse, je crois que c'est l'heure. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Passez une bonne journée, un bon salon, prenez soin de vous et à bientôt.